Voilà. Alors, bonjour à tous. On voit bien mon slide, Tout Pierre? à Oui, fait, ouais, ouais, on voit le slide. très bien. Bonjour à tous. On va parler de la version Sonic OS, donc 6.2.6, avec les deux fonctionnalités majeures qui ont été apportées par cette version. On parlera aussi du reste, parce qu'on va avoir un lien avec les menaces actuelles par le biais de capture. Je referai un petit tour aussi donc sur les services qui sont disponibles déjà aujourd'hui en dehors de la 6.2.6 et qui permettent de faire au mieux en tout cas contre des menaces de type ransomware par exemple. Euh, hop. Alors je passe évidemment toute la partie développement des attaques de type 0D, avec notamment les ransomware, puisque c'est un petit peu plus la mode aujourd'hui sur les 0D que sur les autres types de virus qu'on peut trouver. En constante augmentation, j'imagine que peut-être, j'espère que non, mais que certains d'entre vous ont déjà eu affaire effectivement à des ransomware et connaissent un petit peu le risque effectivement que ça représente. Pour parler de notre nouvelle version donc de firmware, nous avons incorporé là-dedans un module de sandboxing donc qui s'appelle Capture chez nous et qui va donc s'appuyer et c'est ce qui aujourd'hui fait notre force sur le marché sur cette partie sandboxing, un multimoteur, c'est-à-dire que globalement généralement nos concurrents ont du sandboxing mais avec un seul moteur. Alors aujourd'hui, nous, on en a trois. On a déjà un module de sandboxing depuis très longtemps, en fait, qui n'était pas disponible à l'utilisation au travers des pare-feux, mais qui était déjà utilisé en interne sur la partie justement développement des signatures antivirales. C'est-à-dire que c'était un environnement qui existait déjà en interne pour effectivement exécuter les fichiers et voir quelles étaient effectivement leurs actions et pouvoir donc après ensuite créer les signatures, que ce soit IPS ou antivirus contre les attaques en question. On avait déjà nous ce type de moteur et on l'a complété avec deux autres moteurs, donc qui sont VMray et Lastline, voilà, des moteurs de sandboxing qui sont souvent utilisés en sandboxing en EOM dans d'autres produits, par exemple. L'avantage d'avoir ces trois moteurs, c'est principalement de pouvoir limiter le risque d'évasion sur effectivement les virus qui pourraient passer dans le système. Alors, je m'explique là-dessus. Globalement, aujourd'hui, les hackers vont aller développer des malwares qui auront cette particularité de aussi embarquer du code pour détecter si oui ou non ils sont exécutés dans un environnement de type sandboxing. Donc certains ont effectivement des contrôles pour aller vérifier si ils sont en train d'être exécutés dans un environnement de type sandboxing, alors que ce soit alors ils sont des choses qui sont précises par moteur ou des choses comme ça. L'avantage là nous effectivement d'avoir nos trois moteurs et puis d'en avoir un qui soit propriétaire parce que c'est plus compliqué entre guillemets d'aller protéger quelque chose qui est effectivement déjà connu et répandu parce qu'il sera plus attaqué. Donc, on a nos trois moteurs et ça va nous permettre d'éviter qu'effectivement un malware potentiel puisse s'évader d'un des moteurs. S'il s'évade d'un, ça nous fera encore la possibilité effectivement de l'exécuter sur un ou les deux autres moteurs restants et effectivement de vérifier si oui ou non son comportement est dangereux et donc d'envoyer ensuite le verdict. Donc cette partie multi-moteur, elle reste importante parce que ça nous permet de nous assurer que on n'ait pas des malwares qui passent entre les mains. Voilà. Ensuite, contrairement à ce qui a pu être dit il y a quelques mois, etc., on a quand même des limites de taille sur les analyses. Alors aujourd'hui, on a une limite à 10 mégas. C'est-à-dire qu'on va pas scanner ce qui est au-delà de 10 mégas. Alors sur le fonctionnement, euh, j'y reviendrai quand on sera dans le produit, mais on renvoie donc, on fait un upload des fichiers, donc mettre aussi
ne mettre aucune limite, ça sous-entendrait qu'on envoie systématiquement une copie dans la partie cloud. Donc, si vous êtes en train de chercher 1 giga, on va renvoyer 1 giga dans le cloud. Et ça va aussi un peu vous occuper un peu votre bande passante en upload. Donc, voilà, je suis pas sûr que ce soit non plus une très bonne position de ne pas mettre de limite. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, elle est fixée à 10. Donc, on peut pas avoir de plus gros fichiers qui passent là-dedans. Et en revanche, si on peut faire plus petit, on peut mettre une limite plus petite sur les fichiers qui seront scannés. On a aussi une particularité, parce que bien souvent aussi, chez nos concurrents, il n'y a pas nécessairement de blocage sur la partie sandboxing, c'est surtout de l'alerte, ce qui reste aussi notre cas, hormis pour l'HTTP, HTTPS, où on a effectivement cette faculté à pouvoir effectivement bloquer le flux. Auquel cas, dans le reste des protocoles qui sont analysés, on aura des alertes qui seront produites, mais pas de blocage. Je reparlerai un petit peu plus tard après sur le fonctionnement des envois, du cache potentiel, etc., du préfiltrage qu'on a aussi dans ces systèmes de sandboxing, notamment quand on sera dans l'interface du produit. Voilà, donc les trois moteurs de la partie sandboxing, Capture, Dell SunNICOL, donc notre moteur à nous, VMRay et Lastline. Donc avec une sandbox virtualisée, on émule donc différents systèmes d'exploitation, même des choses au niveau hyperviseur, et ensuite sur les types de fichiers qui sont analysés, donc ce sera les fichiers exécutables, Office, les PDF, les archives, etc. Et puis donc vous voyez ici pour les parties environnement, donc Windows, Android, Mac, etc. Voilà. Petite chose aussi, on va avoir donc une analyse qui sera faite de manière automatique, par rapport à ce qui transite au travers de votre pare-feu. Vous pouvez également envoyer des fichiers manuellement par le biais de l'interface, donc pour tester par exemple un fichier que vous avez eu sur une clé USB, pour effectivement aller la faire tester donc dans cette partie sandboxing et aller vérifier si ou non ce fichier est clean. Je vais passer cette partie. Donc, la disponibilité de capture, pour le moment, donc disponible sur les appliances en supermassive ou NSA, et sur notre petite gamme, donc TZ, ce sera les 600 et les 500. Voilà, pour le moment, c'est ça qui est effectivement l'actualité. Et dans le temps, on devrait avoir donc capture qui devrait être bientôt disponible pour le 400 et le 300. Le saut, de toute façon, ça serait que le wireless si c'était le cas. Mais j'ai pas encore d'informations sur le saut. Voilà. Ça reste relativement imminent sur le 300 et le 400, sur la disponibilité de capture. Aujourd'hui, Capture, c'est un service supplémentaire qui n'existait pas avant. Donc c'est quelque chose qui a été ajouté en tant que licence individuelle, comme on peut le voir ici, mais aussi qui a été ajouté donc dans les nouveaux bundles qui ont été créés à l'occasion. Donc on avait un bundle avant, le bundle CGSS, qui couvrait nos différents services de sécurité, donc la gateway antivirus, anti-spyware, l'IPS, le filtrage web, le contrôle applicatif, deux autres filtres aussi, les filtres de géolocalisation, les filtres de botnet, et puis le support 24/7. Donc tout ça c'était la CGSS. Maintenant on a un nouveau module qui s'appelle AGSS, un nouveau bundle qui s'appelle AGSS, donc qui est ni plus ni moins que la CGSS qu'on avait avant, plus effectivement la partie capture. On avait aussi des références spécifiques à l'achat des boîtiers. Donc en Total Secure, c'était un produit avec CGSS inclus. Donc là maintenant on a aussi une nouvelle référence avec produit plus la GSS. Et le Secure Upgrade, c'est toutes les références pour donc soit les remplacements de produits, SunNICOL, c'est une mise à jour de produit simplement, ou un remplacement d'un concurrent. Voilà. Et on retrouve donc aussi dans cette partie la Advanced Edition qui comprend en fait la partie capture en plus.
Sur le prix, globalement, ça représente à peu près 20% du prix d'un pare-feu, sachant qu'il y a un discount de toute façon après aussi sur le bundle, donc ça inclut quelque chose là-dedans. Voilà, donc sur un firewall, hein, c'est une estimation, hein, tout ça. Sur un firewall à 10 000 dollars, le coût en fait hein, de capture va être de 1400, intégré dans le bundle, hein, bien entendu. Parce que sinon seul c'était 2000. Voilà. Sur la partie, il y a des prérequis à l'utilisation de cette partie capture, c'est d'avoir effectivement la gateway antivirus et le cloud d'activer et aussi l'IPS en termes de licence, parce que toutes ces parties-là, elles sont utilisées en pré-filtre, hein, donc elles sont d'abord c'est le filtrage par le biais de ces modules-là qui s'effectue avant d'effectivement avoir la partie sandbox. Je vais passer toutes les questions-réponses qui ne nous intéressent pas ici. Je vais passer, je repasserai un petit peu là-dessus directement. Je vais aller aussi un peu dans l'interface du produit pour vous montrer ce qu'il en est et parler un petit peu du fonctionnement proprement parlé. Donc, dans la partie settings, on voit effectivement la liaison avec la gateway antivirus ici. Et la partie cloud, donc il faut que les deux soient activés hein, pour que ce soit fonctionnel. Les protocoles sur lesquels ça fonctionne, donc ce sont les mêmes protocoles hein, que ceux de l'antivirus. Les exceptions et autres pour le moment, enfin apparemment, on peut quand même faire des exclusions ici, mais on a une forte liaison donc avec la partie antivirale. Donc dès qu'on va décocher effectivement une analyse d'un protocole côté antivirus, ce sera aussi le cas donc pour la partie capture. Les deux sont liés. On a ici nos différents types de fichiers donc analysés, hein, les archives, les fichiers Office, PDF et les fichiers exécutables. On retrouve ici notre limite de 10 mégas, on peut la réduire et surtout la décision donc sur la détection de quelque chose de malicieux, c'est en premier lieu et par défaut, finalement c'est d'autoriser le passage et de ne faire que de l'alerte. Donc là par contre on envoie une alerte, hein, effectivement si on détecte quelque chose de malicieux, on vous recevez un rapport qui vous indique ce qu'il en était. Sinon on a aussi l'option donc block file download, qui elle donc du coup ne s'applique que HTTP, HTTPS. Hein. Donc pour le reste des protocoles hein, qu'on retrouve ici, hein, qui sont plutôt de l'ordre webmail, sauf la partie TCP aussi qui peut être fonctionnelle, on fera que de l'alerte sur tout le reste. Et par contre, on pourra faire du blocage sur HTTP. Voilà. HTTPS, ça sous-entend que vous fassiez aussi la partie DPA SSL qu'on retrouve ici, là. Hein, et qui correspond au déchiffrement, hein, déchiffrement des connexions SSL. Donc ça pour qu'ils puissent effectivement voir dedans et continuer d'assurer le blocage, enfin ni même, ne serait-ce que même l'analyse. Par capture, il faut qu'on ait du déchiffrement SSL sur toutes les communications qui soient SSL. On a sur la partie statut, donc du coup ici, des rapports, hein, un dashboard avec ce qui a transféré le pare-feu, ce qui a été analysé, et le verdict associé. Donc hein, le statut clean, ça sous-entend qu'effectivement il n'y a pas de menace dans ce fichier. Et on voit donc les différents fichiers qui ont pu être ici analysés. Quel boîtier effectivement a envoyé cette partie-là, hein, donc évidemment c'est l'autre. Les IP qui sont concernés en source et en destination. Alors est-ce que je vais avoir je vais pas en trouver de malicieux, c'est dommage. Bon. Quand vous avez un malicieux, donc il apparaît en rouge ici, et en cliquant effectivement sur le fichier, on peut avoir un rapport sur effectivement l'analyse qui a été produite. Et alors notamment quand on a des fichiers malicieux, avoir des infos très détaillées hein, concernant cette analyse. Les différents moteurs qui ont pu être passés, les process, etc. Qu'est-ce qu'on y a découvert effectivement de malicieux ou non. Et donc vous avez les différents rapports en fait, après aussi ici XML, les screenshots, tout ce qui a pu passer ici. Voilà, donc là on est sur quelque chose de clean. Vous avez aussi des choses plus complètes hein, ici, full data, avec tout effectivement ce qui est analysé, hein,
les clés, par exemple ici, de registre qui sont modifiées par l'exécution de ce fichier, etc. Donc toutes les librairies qui sont utilisées. Donc ça va dans le détail hein, de effectivement ce qui est utilisé, ce qui est mis en jeu par le fichier en question. Donc là, vous avez vraiment le détail et potentiellement les communications qui sont établies par l'exécutable en question. Vous avez donc, là, ça se voit pas du coup sur celui-là. Je pensais qu'il l'avait remis il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant, on va essayer comme ça. C'est juste pour vous montrer le bouton d'envoi. Il doit encore être sous licence chez moi aussi. Ah oui, moi je l'ai pas ici. Alors, est-ce que je vais retrouver un autre avec cette partie-là? Voilà, normalement, là c'est parce qu'on est dans l'environnement de démo. Donc vous avez un bouton ici, normalement, qui s'affiche, un supplémentaire qui s'appelle Upload File. Et c'est celui qui vous permet effectivement d'envoyer un fichier de manière manuelle à notre centre pour qu'il y ait une analyse qui soit produite. Alors, je vais voir, parce que hier je suis tombé sur une version où on pouvait voir le bouton. Bon. Ça dépend uniquement hein, ça de nos droits. Hein. Ici, on est en mode non config, on est en lecture seule, hein, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, notamment ce fameux bouton qui apparaît juste au-dessus ici, et qui permet donc tout simplement qui vous ouvre un explorateur qui vous demande le fichier que vous voulez envoyer pour analyse, et puis tout de suite après c'est envoyé, vous avez le résultat dans la foulée. Je vais retourner sur cette partie-là. Alors attendez, je vais quand même revenir là. Ou alors j'ai peut-être mes produits. Bon, on va faire comme ça. Si j'ai les slides qui vont bien, et j'ai des choses un peu sur la compétition, hein, voilà. Des choses un peu plus globales. Voilà, sur la compétition, concernant la partie sandboxing. Voilà, donc le déploiement, nous chez nous, hein, c'est dans la partie cloud, hein, ici. Il est prévu, hein, là j'ai cliqué une fois de trop. Voilà, il est prévu, comme vous pouvez voir ici, que globalement l'année prochaine, on ait une appliance qui aussi puisse faire l'analyse, mais localement. Aujourd'hui, c'est envoyé dans notre cloud, mais on pourra aussi le faire localement par le biais d'une appliance dédiée. La partie environnement sandbox, donc nous on fait du virtuel, on fait de l'émulation système complète, on a aussi donc des analyses qui sont produites au niveau des hyperviseurs, voilà aussi ces différentes choses. Oui, dans la concurrence, vous verrez qu'ils ne font pas tout à ces niveaux-là. Sur notre partie contrôle, donc il y a différents types de fichiers chez nous et puis différents protocoles. Et le block until verdict, comme je vous disais, hein, dans la concurrence, il y a peu qui font des blocages seulement de l'analyse. Hein. Vous voyez qu'ici, il n'y a que Checkpoint qui va effectivement faire du blocage, là où en face, Fortinet, WatchGuard, Palo Alto, FireEye vont pas faire de blocage sur cette partie-là. Uniquement de la détection. Voilà, ça on l'a vu. Voilà, le fameux petit bouton là qu'on retrouve ici, le upload file, où on peut aller effectivement envoyer un fichier. Voilà, donc quand il est malicieux, vous voyez, vous avez une alerte en rouge ici qui est produite, avec le rapport, avec les différents, donc ici derrière les virus scanners qui ont détecté des choses, etc., avec les détails hein, de l'analyse. Et donc quand on fait un envoi, donc vous avez ce système de parcours hein, de dossier, hein, on clique sur Browse, vous arrivez dans votre explorateur, vous faites un upload du fichier. Je vais passer rapidement encore un petit peu de temps sur la partie capture pour vous expliquer le fonctionnement et un petit rappel sur nos différents services qu'on peut utiliser pour mitiger un peu les risques hein, liés au ransomware notamment. Donc, sur le rappel de la manière dont fonctionnent nos services d'analyse, donc sur la partie antivirale, IPS par exemple,
On a un moteur qui fait de l'analyse temps réel, hein, donc on fait du scan paquet par paquet au fur et à mesure où il passe. On a un moteur temps réel qui fait une analyse de ce type-là. La seule chose qu'il fait d'ailleurs, c'est remettre les paquets dans l'ordre. C'est la seule manière qu'il ait d'analyser effectivement cette partie-là, sachant qu'on a un paquet, on le scanne, on le retransmet tout de suite. Donc on ne garde pas l'intégralité du fichier, c'est le fait d'avoir les différentes analyses qui ont été produites sur les différents paquets qui sont passés, et c'est la force du moteur, qui lui permet de détecter effectivement une signature globale sur ce qui est passé. Et dans le cadre donc du capture, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'au moment où on a un téléchargement qui s'effectue, on a notre scan paquet par paquet hein, qui est effectué par la partie ghetto antivirus, IPS, anti-spyware. Et à chaque fois qu'on a un paquet, on va aussi le renvoyer dans le cloud pour que lui aussi récupère les paquets au fur et à mesure. Et directement, donc, quand on a la partie Blank-Unity Verdict hein, pour bloquer sur HTTP, HTTPS, à ce moment-là, le boîtier il va garder le dernier paquet et attendre le verdict de la partie capture, savoir s'il est malicieux ou pas. Et s'il est malicieux, il ne transmet pas le dernier paquet. S'il n'y a rien, il transmet le dernier paquet et c'est bon. Donc cette analyse qui n'a pas de limite de taille pour les parties services de sécurité en local, hein, que ce soit les parties antivirus, etc. Pour la partie capture, si on a affiché plus de 10 mails, ça ne sera pas envoyé. Ensuite, sur le fonctionnement, on a des bases de cache localement là, dans le pare-feu et aussi dans la partie cloud. C'est-à-dire que quand on envoie ce fichier, alors il y a une analyse locale qui est produite donc, par la partie anti-spyware, antivirus, IPS. On a également, au moment où c'est envoyé dans le cloud, cette même analyse qui est faite dans le cloud. Plus d'autres analyses donc qui sont liées pour certains notamment au moteur de sandboxing, hein, VMRL, Asline et puis le nôtre. Donc il y a un tas de choses, un tas de préfiltres qui sont déjà faits avant simplement l'exécution du fichier dans notre environnement. Et également donc une base de cache avec les URI, donc les URI URL, hein, et le hash du fichier qui a pu être analysé. Voilà, donc à chaque fois qu'on a effectivement un fichier qui est détecté comme malicieux, on va garder l'URI et le hash du fichier dans une base qui va nous permettre de tout de suite répondre au prochain qui enverra exactement le même fichier, lui dire qu'il est tout de suite malicieux sans en faire l'analyse. Voilà. Nous, ça nous libère des ressources pour la partie sandboxing, et puis nous, ça vous fait gagner un petit peu de temps sur la réponse qui est apportée. Donc, vous avez aussi la même base qui va être hébergée dans la partie pare-feu locale, qui, quand vous envoyez un fichier, qui est analysé, vous avez eu le retour comme quoi il était malicieux, vous allez avoir la même information qui sera stockée côté pare-feu pour que au prochain envoi, on n'ait même pas besoin entre guillemets de l'envoyer dans la partie sandbox capture, puisque déjà localement vous aurez l'information comme quoi effectivement ce fichier est malicieux. Donc c'est aussi un gain de temps. Donc vous profitez de ce que n'importe qui envoie dans le cloud, puisque de fait vous aurez l'information si quelqu'un a déjà envoyé ce fichier, vous aurez déjà l'information s'il est clean ou non. Et localement, c'est aussi le cas. Voilà sur le fonctionnement. Pour la partie, donc cette partie-là va être très importante puisque tout ce qui est lié au virus connu hein, sur les signatures qu'on peut produire existera de toute façon dans la partie ghetto antivirus ici, localement ou si dans notre partie cloud à vie. Et oui, pardon, je sais plus où j'en étais. Donc dispo la ghetto antivirus et donc cette partie-là est importante pour les 0D parce qu'on va évaluer que la partie comportementale dans la partie capture, mais en revanche quand on fait effectivement des tests sur les virus les plus récents, etc., et qu'on essaie de vérifier au travers d'un pare-feu Unicall quels sont les modules qui bloquent, on s'aperçoit qu'effectivement il y a déjà pas mal de modules qui bloquent en amont des communications avant même qu'il y ait un envoi qui soit fait à l'extérieur. Donc ça, il y a différentes choses au travers des services qu'on peut mettre en place pour limiter les risques. Je pense par exemple
au filtrage web. Dans le filtrage web, on a une catégorie hein, qui reste assez importante. Je ne sais pas si tout le monde l'utilise. Euh, Au niveau du filtrage, on a ici une catégorie hein, dans la 50-60aine de catégories qu'on a dispo hein, sur le type de site web auquel on peut accéder. On en a un qui s'appelle malware, voilà, qui est ici, voilà, et qu'il est bon effectivement de bloquer. Ça, déjà, ça bloque beaucoup de communication de type HTTP, HTTPS vers des sites qui hébergent des malwares. Voilà, donc cette partie-là est importante à mettre en place. Dans la partie Security Services, donc évidemment, activer l'antivirus, bon, le mettre à jour, mais pour les 0-day, ça n'aura pas une grande importance, mais en tout cas, pour la partie antivirus, le cloud est très important, par exemple. Cette partie cloud antivirus, parce que même si on stocke localement une vingtaine de mille de signatures antivirales hein, qui correspondent au virus qui tourne en ce moment sur Internet, le reste se trouve dans le cloud. Et surtout, le téléchargement des signatures dans le pare-feu ici, ça se fait 1 à 2 fois par jour. Donc, pour être certain d'être, voilà, si on a déjà nous la signature, je parle pas de la partie sandbox, si on a déjà la signature, elle sera déjà tout de suite disponible dans la partie cloud. Donc, il est important de garder cette connexion cloud, et d'autant que de toute façon la capture nécessite que ça soit activé. Et là, on a 45 millions de signatures. Hein, donc, et c'est que un hash qui est envoyé. Donc, au moment où on reçoit le fichier, on va envoyer un hash et on va faire une comparaison dans notre base. Voilà, savoir si ce fichier est connu comme étant déroulé chez nous. Donc ça, c'est très important parce que dès que nous, on met à jour effectivement une signature antivirale, etc., le cloud, c'est lui qui a la signature au plus tôt. Voilà, et ensuite, votre firewall va les télécharger, mais pas nécessairement dans les 10 minutes ni dans l'heure qui suit. Donc le cloud reste assez important. Ensuite, on a beaucoup, alors évidemment, la partie GeoIP, hein, géolocalisation filtrage sur les pays, ça peut être intéressant, mais c'est pas celle qui nous intéresse le plus. Souvent, le botnet, lui, bloque beaucoup de connexions. Hein, la partie botnet filter ici, c'est une liste de réputation IP. Hein, on stocke ici une base avec des IP de machines botnet, hein, donc des machines qui servent hein, alors, aux envois de spam, d'attaques, de déni de service, de virus, etc. Donc, et les programmes auxquels on est rattaché en tant qu'éditeur antivirus, je mets ça entre guillemets parce que on a notre moteur, nos signatures et on les utilise que dans nos produits, donc on ne vend pas de l'antivirus à proprement parler, mais on le vend au travers de nos produits. Mais on est rattaché au même programme que les éditeurs antivirus eux-mêmes, hein, Kaspersky, McAfee, Symantec, etc. Donc les virus qu'on détecte, on les met à jour et on les met à disposition dans ce programme-là. Et de la même manière, quand un éditeur antivirus trouve un nouveau virus et il diffuse ça au travers du programme et les informations qui vont avec. Hein. C'est-à-dire, par exemple, nous, quand Kaspersky découvre un nouveau virus, il met un exemplaire de ce virus dans le programme avec les informations que lui, effectivement, a pu collecter, notamment les IP avec lesquels communique, par exemple, un virus en question. Et nous, on récupère tout de suite déjà cette liste d'IP qu'on incorpore à cette liste de réputation, hein, avant même de produire une signature antivirale. Donc, déjà, le botnet, lui, et surtout si vous choisissez un bloc, un hall connexion par exemple, il empêchera toutes les connexions à destination, effectivement, des adresses IP qui sont, voilà, qui sont considérées comme la source de choses dangereuses. Et donc ça vous évite, ça va déjà vous empêcher d'établir des communications avec des machines dangereuses. Et puis deuxièmement, ça va libérer des ressources à votre pare-feu puisque si de toute façon on n'autorise pas la communication à s'établir, bon, on n'aura pas d'analyse non plus qui sera produite derrière. Donc ça vous libère aussi des ressources pour votre pare-feu et ce qui fasse des analyses pour des choses pertinentes. Voilà. Donc cette partie botnet. On a également dans les parties contrôle applicatif un type ici d'application proxy access. Alors vous avez aussi euh,
j'ai oublié d'en parler, mais on a aussi cette catégorie de sites web, Proxy Access, Proxy Avoidance. Donc tous les sites qui vont vous permettre d'essayer de bypasser la sécurité en mettant des tunnels de type proxy ou autre. Au niveau applicatif, c'est plutôt aussi carrément tout de suite les applicatifs qui permettent de monter des tunnels à l'extérieur, d'accéder à des ressources, de passer par des réseaux de type Darknet, un Tor ou autre, seront ici contrôlés par cette partie contrôle applicatif avec cette catégorie Proxy Access. Donc, on retrouve les réseaux, le réseau Tor là-dedans, et d'autres réseaux et d'autres applicatifs qui ont pour but en premier de bypasser effectivement la sécurité. Donc, on retrouve ça ici. Donc, le blocage de cette catégorie va vous permettre aussi de bloquer beaucoup de communications qui sont faites avec des outils ou à destination de réseaux voilà, qui sont plus ou moins malsains. Après, donc ça, si je vous donne l'exemple de ransomware par exemple, une fois que vous êtes infecté, bien souvent, aujourd'hui, la clé ne se trouve plus avec l'exécutable. Elle est effectivement dans le cloud aussi. Et le virus s'exécute, va établir des connexions vers l'extérieur pour aller récupérer cette clé. Et généralement, les communications qui sont faites à l'extérieur pour aller récupérer ces clés de chiffrement, justement, vont se faire sur des réseaux, par exemple de type Tor. Les derniers que j'avais en tête utilisaient deux types de réseaux de Darknet. Donc il y avait le Tor et un deuxième qui est aussi dans la liste, mais là, du coup, je ne me souviens plus le nom. Le fait de pouvoir bloquer cette catégorie d'applications va ici empêcher finalement le virus d'aller chercher sa clé de chiffrement sur Internet. Parce qu'on lui aura bloqué l'accès effectivement à ce type de réseau. Donc, vous serez toujours votre poste, évidemment, de toute façon on ne fait pas de nettoyage sur poste, mais en tout cas votre poste est toujours vérolé. En revanche, l'action du ransomware d'aller effectivement chiffrer des fichiers n'aura pas pu se faire parce que la communication visant à aller chercher et récupérer la clé de chiffrement qui va servir à chiffrer effectivement les fichiers de votre machine pour ensuite vous demander une rançon, cette communication n'aura pas pu être établie parce qu'on l'aura coupée avec notre contrôle applicatif. Voilà. Donc il y a plusieurs volets et plusieurs choses dans la configuration ici qui vous permettent de vous prémunir de certaines attaques de type 0D. Donc il y a des choses à mettre en place qui vont limiter entre guillemets les risques, notamment bloquer donc cette catégorie d'applications, utiliser le botnet, cocher les parties proxy avoidance, CP malware dans le filtrage web, etc. Bon, toutes ces parties-là vont concourir à effectivement limiter les communications et les risques liés à ces réseaux-là, et puis le capture, lui, entre guillemets, sera entre guillemets la dernière brique où lui, il exécute réellement le fichier dans un environnement pour savoir ce qu'il fait et vous donne un verdict là-dessus. Pour continuer sur la partie 6.2.6, on a également, avec cette nouvelle version, un nouveau moteur du filtrage web. Donc, si tant est qu'il y en a qui connaissent aujourd'hui nos produits, on a un type de blocage filtrage web. On en avait deux d'ailleurs du reste, deux manières de faire différentes. Le user zone qui s'appuyait donc on a un système de zoning donc sur les zones sur lesquelles on devait produire le filtrage, et puis les groupes d'utilisateurs à qui on affectait des politiques. Voilà. Ça, c'était l'user zone. Et sinon, on avait la pool qui, elle, était en fait simplement des règles applicatives où on allait en fait déclarer notre filtrage web. Donc, on allait chercher des objets où on avait nos fameuses listes de catégories de sites web qu'on allait bloquer ou pas bloquer et à qui on appliquait ça. Donc, ça au travers de règles de type applicatif. Aujourd'hui, ces deux manières de faire disparaissent dans la 6.2.6 au profit donc de ce Content Filtering Service 4.0. Ça sera beaucoup plus pratique qu'avant pour ceux qui connaissent un petit peu. Si vous voulez, dans le User End Zone et Approve, on avait deux choses différentes. Donc, en tant qu'user, on pouvait faire partie de plusieurs groupes. Et par le biais des groupes, on pouvait voir effectivement assigner différentes politiques selon les différents groupes auxquels on appartenait. Donc, si on avait plusieurs politiques web qui s'appliquaient à nous, le choix qui était fait entre deux politiques, de savoir si dans une politique j'étais bloqué
vers un site web et dans une autre politique j'étais autorisé à y aller, le choix qui est fait de bloquer ou d'autoriser pour ce site web en question se faisait en fait en fonction du mode. Donc si j'étais en user and mode, user and zone, voilà, le mode user and zone, lui le choix se faisait à l'autorisation. C'est-à-dire que si j'avais quelque chose de bloqué dans une politique et quelque chose d'autorisé dans une autre, la même chose, c'était l'autorisation qui primait en user and zone. Dans la partie approve, c'était l'inverse. C'était si j'avais une interdiction, c'était interdit. Tout ça parce que dans chacun des deux modes, toutes les règles étaient évaluées, hein, toutes les politiques qui pouvaient s'appliquer à moi étaient évaluées. C'est plus le cas aujourd'hui. On a un mécanisme de priorité en fait, hein, comme dans les règles de flux. Et donc c'est lu dans l'ordre. Si jamais mon flux correspond à une règle en particulier, hein, à ce moment-là, la règle est exécutée et je vais pas dans une autre. Donc, il est plus simple effectivement de repérer maintenant aujourd'hui. On peut de manière sûre savoir quelle effectivement une politique est appliquée à tel utilisateur, parce que de toute façon c'est une lecture séquentielle et que dès que je match dans une règle, c'est celle-là qui est appliquée, pas une autre. Ce qui est nouveau avec ce moteur, c'est qu'on va avoir effectivement des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc la page de confirme, la page de blocage, le support aussi wildcard. Sur notamment les listes blanches, listes noires, etc. On va retrouver ça donc dans directement les parties configuration. Ça, je vais pour ça aller directement dans l'interface. Ça vous permettra de constater en fait cette partie-là. Hop. Donc, on a des nouveaux objets qui ont fait leur apparition ici, donc dans la partie Firewall Content Filter Object, hein, les objets du Content Filter, là, qui est le nom pour le filtrage web. Donc ça circule au niveau de profil ici et d'action. On a nos listes URI hein, qui sont nos listes hein, d'URI qui servent ensuite à l'utilisation en liste blanche ou en liste noire. C'est ici où on a incorporé les wildcards notamment. Dans les profils, donc on a toujours nos différentes catégories de sites web ici. À la différence, c'est qu'avant on avait une case à cocher à sa gauche et quand on cliquait, c'était pour bloquer. Voilà. Et c'était blocage ou aujourd'hui, on a différents types d'actions qu'on peut amener, donc l'autorisation, le blocage et la gestion de bande passante. Ça, c'est les trois qu'on pouvait déjà faire avant en approve. Et aujourd'hui, avec le nouveau moteur, on a ajouté deux nouvelles actions possibles, le confirme et le passphrase. Donc le confirme, c'est que quand je vais accéder à un site qui se trouve dans cette catégorie de site web, j'ai cliqué confirme, je vais avoir une page qui va s'afficher avec un bouton accepter. Voilà, il faudra que je clique sur ce bouton d'acceptation pour effectivement surfer sur le site. Voilà. Ça peut être l'occasion effectivement d'afficher une page de la charte informatique qu'il faut accepter pour effectivement surfer. Voilà. On a également la passphrase qui a fait son apparition. Donc pareil, au moment où on accède au site, on a une page qui s'affiche où là nous sera demandé un mot de passe. Il faudra effectivement saisir. Et puis, une fois qu'on a mis le bon mot de passe, on accède à la ressource. Voilà. Ça, aujourd'hui, en face de chaque catégorie, je peux avoir une action différente en fonction de ce que je veux faire. Voilà. Je mets n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Donc ici, en face de chaque catégorie, je me mets des actions particulières. On retrouve nos listes blanches, listes noires ici dans cette politique, hein, dans ce profil hein, entre guillemets de filtrage. Donc les listes blanches ici, les listes noires en dessous. Pareil, si j'ai des choses communes entre les listes blanches et les listes noires, laquelle est prioritaire, donc l'autorisation ou l'interdiction. Et ensuite, quand j'arrive sur quelque chose d'interdit, quelle est l'action que je mets? Donc blocage, confirme ou passphrase. On a également donc les parties Safe Search qui ont été beaucoup plus détaillées là, dans la partie 6.2.6. Aujourd'hui, j'ai la partie Safe Search donc pour Google. Hein, Safe Search c'est le blocage hein, des recherches à caractère sexuel, hein, équivalent dans les moteurs de recherche. Donc Google ici, j'ai celui de Bing ici, celui qui est un peu plus global, donc pareil Safe Search, mais là donc du coup, hein, d'ailleurs quand on passe l'infobule, on le voit. Donc, pour Yahoo, Ask, Dogpile, Lycos, hein, pour le reste des moteurs de recherche. On a aussi le YouTube Restrict Mode, hein, toujours même principe, hein, c'est pour empêcher du contenu un peu sexuellement explicite dans YouTube.
Et le smart filtering, donc ça qui est la recherche hein, dans l'URI, donc pas juste la partie URL hein, qui est devant, mais la partie qui est derrière ici, qui nous permet d'aller vérifier on retrouve une URL là-dedans. Alors, et si vous passez l'info dedans, il vous donne l'exemple de Google Translate. Hein. Je peux vous d'ailleurs vous montrer simplement. Il suffit de taper un mot anglais. Est-ce que je suis très est-ce que je vais tomber sur un site étranger? Évidemment, alors, il faudrait que je mette truc, travel, transportation, j'aurais dû mettre. Voilà. J'aurais fait un site ici, par exemple, là, qui est effectivement en langue anglaise. Il me propose de traduire la page. Donc, quand je clique dessus, eh ben, effectivement, j'utilise un service de Google pour la traduction de cette page. Mais donc, je ne suis pas sur le site web en question. Je suis bien sur le site de Google ici, translate.google.fr. Pour autant, j'accède bien au site que je veux. Et donc là, qui est traduit donc par Google. Après, avec la pertinence de traduction ou pas, mais c'est sur le principe. Et donc, ce que nous permet de faire ce Smart URI là, c'est effectivement d'aller, je vous dis, hein, d'aller vérifier dans cette portion s'il y a effectivement une URL. Ce qui est le cas ici, elle est ici, hein, l'URL. Et donc, je peux aussi bloquer le site, l'accès à ce site web par ce biais-là. Évidemment, toute cette partie safe search ou filtrage là dans la partie URI, pour les communications SSL, ça va nécessiter d'utiliser là le DP SSL, hein, notre module de déchiffrement SSL pour continuer à assurer l'analyse sur les flux qui sont chiffrés. On a donc également des parties actions ici. Donc on avait sélectionné hein, le bloc, le confirme, le passe-phrase. Ça, quand on a choisi un bloc, je vais aller ici dire quelle est la page de blocage que je veux voir s'afficher. Voilà. Quelle est la page de passe-phrase que je veux voir s'appliquer, avec évidemment le mot de passe attendu. Le confirme, pareil. Et BWM, donc gestion de la bande passante, et s'il était activé dans ce produit, du coup je pourrais effectivement ici sélectionner les gestions de bande passante que je veux appliquer. Donc à savoir le maximum, la garantie, le délai, etc. Et donc ils seront appliqués aux catégories de sites web sur lesquelles j'aurais effectivement sélectionné BWM. Voilà. La manière dont s'applique cette partie-là, on retrouve ça dans la partie Security Services, à travers du Content Filter, où on a ici réellement les politiques qui vont s'appliquer. Et je vous dis, hein, qui sont présentées comme des règles de pare-feu ici. Hein, il y a des ordres de priorité, elles sont lues dans l'ordre et appliquées dans l'ordre. Et dès que je rentre dans une règle, après je sors de la lecture des règles. C'est-à-dire que quand je suis dans une règle, je l'applique et je n'applique pas une autre règle. Et donc dans cette politique, on voit qu'on applique effectivement un profil. C'est là où on va retrouver hein, nos fameuses catégories de sites web et ce qu'on fait en face de chaque catégorie, hein, les blocs, LO, BWM, confirme, passe-phrase. Ici, le type d'actions donc qui seront effectivement apportées. Donc, quand j'ai ici sélectionné, par exemple, sur le site pornographique, j'ai dit bloc, par exemple. Et ben, la page de blocage qui s'affichera, ce sera celle qui effectivement se retrouve dans cet objet d'action. Ensuite, ce filtrage-là va s'appliquer donc du coup à tel moment. Donc c'est les heures de bureau, etc. À tel user ou groupe de users hein, qui peuvent évidemment être des utilisateurs de l'AD. Hein. On a des petits softs hein, qui vont venir s'installer, qui vont faire la détection automatique hein, et transparente des utilisateurs. S'applique à telle adresse source et comme on a un système de zoning, maintenant on peut aussi préciser la zone source, hein, mon LAN par exemple, le WAN quand je fais du surf dehors, hein, c'est le cas, dire à quelle partie du réseau et à quel user j'applique effectivement ce filtrage. Voilà. Et donc ça, je multiplie autant de politiques que je veux avec différents modèles d'action. Hein. Vous voyez qu'ici j'ai pas les mêmes, donc potentiellement ici j'ai des plages de blocage différentes qui s'appliquent sur ces différentes politiques. Voilà les petites choses nouvelles qui sont apparues hein, pour la 626. Hein,
On a déjà pas mal de choses qui étaient sorties en 6.2.5 avec la partie switch X series de Dell avec lesquels on pouvait fonctionner, hein, étendre les ports du pare-feu avec les séries X. Le DPI SSL qui avait aussi été remis à jour, hein, en 6.2.5, avec notamment, hein, ce qui est important dans ces parties-là, c'est de pouvoir exclure des catégories de sites web pour le déchiffrement, notamment pour dire que je ne veux pas déchiffrer tout ce qui est de type bancaire, santé, donc qui contient des informations privées, hein, confidentielles par exemple. C'est pareil, un déchiffrement, ne déchiffrez que ce qui est important de déchiffrer, ceux voilà, sur lesquels vous avez déjà un risque de contamination. Bon, c'est parti. Alors, un risque de contamination ou ici, voilà, c'est toujours concernant le déchiffrement SSL, c'est encore flou vis-à-vis de la CNIL. Là-dessus, il y a encore rien de bien acté, ça reste quelque chose d'assez neuf et la CNIL n'a pas encore vraiment statué là-dessus. Voilà. Voilà, donc on a eu surtout aussi un audit, hein, ici le show connection failure, des connexions SSL qui nous permet vraiment de vérifier ici qu'est-ce qui s'est mal passé potentiellement dans une communication SSL. Ça permet ici, nous, de réagir tout de suite par rapport, quand on a mis le déchiffrement en cours, qu'est-ce qui se passe. Et vous avez les informations ici. Des communications SSL, donc hein, le max du produit, les pics qui ont pu être observés et ce qui est fait au moment T où on est connecté. Voilà. Vous voyez qu'il y a eu un pic à 251. Lui, il est capable d'en gérer 250. Qu'est-ce qu'il fait de la 251e? Ça, c'est dans ce qu'on met en place. Hein. Ici, on peut très bien dire qu'effectivement, on les met en queue ou on les analyse pas, etc. Ça dépend de ce qu'on veut voir effectivement se faire en termes de déchiffrement. Voilà. Sur la 626, on a eu des correctifs aussi, hein, etc. Je sais qu'on a eu également des choses qui sont venues se greffer en plus au niveau des interfaces. Et des règles applicatives notamment. Maintenant, on peut aussi bypasser module par module les analyses. C'est-à-dire la get antivirus, anti-spyware, l'IPS. Donc faire un choix spécifique. Avant, c'était plus global. J'espère que ça redescendra au niveau de la règle de flux. Hein. Aujourd'hui, au niveau de la règle de flux, on peut bypasser toute l'analyse de profondeur, donc ce qu'antivirus IPS. Voilà. En revanche, on peut pas faire module par module. Chez GLA depuis, alors je sais plus si c'était la 6.2.5.1, mais aussi permis le support du routage asymétrique. On a permis aussi, d'ailleurs, quand je je suis peut-être sur un boîtier trop, oui, d'accord. Interface MTU. Ah oui, alors maintenant on retrouve la MTU aussi sur toutes les interfaces, plus que le WAN. Hein, on l'a aussi sur le LAN et autres. Et celui-là, c'est un boîtier TZ sur lequel je peux pas montrer, mais les parties agrégats, etc. Existaient déjà. Sur la partie port shield, du coup, on retrouve le support des séries X. Alors, tant qu'on n'a pas connecté un autre boîtier, on peut pas le voir, mais il y a des choses à faire. Hein. Ah ben voilà, il y en a un celui-là. Voilà. Donc là, j'ai un switch série X qui est connecté au pare-feu et que du coup, je pilote les ports de ce switch comme si c'était les ports du pare-feu. Et je dis exactement ce que je veux en faire si je veux effectivement dire, je vais le mettre là plutôt, voilà. On voit, ça c'est ceux qui viennent du switch, voilà. Et je peux les assigner ici comme des ports du pare-feu. Hein. On voit que tout cela, par exemple, sont une extension du port X0 du pare-feu. Cela est une extension du port X4, donc on peut vraiment piloter les switches finalement à partir du pare-feu ici. Et s'abstenir même presque d'avoir à configurer le switch à proprement parler. Après, on le fait côté pare-feu pour le rattacher à TBLAN ou autre. Voilà.
On a fait un bon petit tour. Je suis pas sûr que moi je vois si oui ou non il y a des questions. Je vais peut-être essayer de héler Pierre pour voir effectivement s'il y a eu des questions pendant la présentation. Moi, j'ai rien vu. Non, c'est normal. J'ai eu une question toute simple qui est de savoir Oui? si le menu est en français. Non. Des produits? Le menu Ici, de là. l'interface, ouais. Ouais, le menu interface a toujours été en anglais. Et là, il a été passé en français il y a quelques années, à un moment. Et donc, c'était des versions de firmware particulières qui n'ont pas été téléchargées plus que ça. Donc, finalement, ça mobilisait des équipes pour un téléchargement des parties françaises qui a été très faible. Ça n'a pas été du coup, ça n'a pas été prolongé. Donc aujourd'hui, on est toujours en version anglaise sur la partie interface ici d'administration. En revanche, il n'est pas exclu que ça revienne un jour. Hein. Ça dépend qu'une version de firmware et puis de la partie développement pour le faire, hein, parce que il y a déjà eu, hein, entre guillemets, je vous dis, des versions qui ont existé, donc il y a déjà une traduction potentielle qui existe. Euh, voilà. Après, il y a des choses qui se retrouvent en français quand même, hein. Notamment, enfin, de toute façon, après, les pages de blocage, par exemple, qui peuvent s'afficher, de toute façon, vous pouvez les modifier, donc les franciser. Après, je pense plutôt aussi au GMS, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que cette partie pare-feu est restée très anglaise sur la partie, en tout cas, interface d'administration. Parce qu'il y avait peu de demandes et que même en France, finalement, les gens qui utilisent nos produits les utilisent plutôt sur les parties anglaises, alors parce qu'ils manipulent aussi d'autres produits et que finalement, la partie la plus commune à tous et sur laquelle il y a peu d'erreurs de traduction, c'est plutôt de l'avoir entre guillemets en version originale, donc en version anglaise. Très bien. J'ai une autre question qui concerne l'analyse des malwares. Combien de temps sont conservés les URI et les haches dans le boîtier? Ah, c'est une très bonne question. Alors, je vais avoir une réunion, parce qu'on en a sollicité une en interne, notamment pour répondre à ce genre de questions. Alors, du coup, je retransmettrai à Pierre quand j'aurai eu l'information, parce que c'est une question que je me pose également. Voilà. Je connais pas exactement la durée de conservation de cette partie-là. Au départ, je partirais sur une durée d'au moins une semaine. On verra ce que va me répondre entre guillemets la AD. Je pense que c'est 30 jours en vérité, parce que je pense qu'ils ont dû prendre entre guillemets leurs précautions. Mais de toute façon, je pense que c'est au moins une semaine parce que le temps qu'on ait effectivement quelque chose qui soit détecté en malicieux, ça veut dire que c'est quelque chose pour lequel on n'avait pas de signature. Donc ensuite, il faut que une fois que quelque chose est découvert en malicieux, normalement nos équipes vont du coup reprendre ce fameux exécutable pour effectivement aller voir ce qu'il en est, si c'est juste un comportement euh, bizarre mais qui n'est pas vraiment un virus, ou est-ce que effectivement à ce moment-là, là, il y a lieu d'aller effectivement ensuite créer une signature virale, etc. Donc le temps de ce process, il faudra au moins qu'entre guillemets notre base de cache, elle permette de garder l'information du côté malicieux d'un fichier le temps qu'on vérifie effectivement ce qu'il en est là avec des humains, pas juste des moteurs, et de savoir si nous on produit une signature ou pas. Donc ça peut prendre un certain temps. Quand on nous donne un nouveau exemplaire de virus, dans les 0,24 heures, on produit la signature. En revanche, là, comme c'est des automatismes avec des robots qui vont doit recevoir beaucoup, il y a un certain temps de traitement. Donc j'imagine qu'il y a un cache qui dure aujourd'hui, je pense 30 jours, mais je vous redonnerai l'information parce que je parle sans savoir et que c'est une question que j'ai posée en interne également. Très bien, ça fera l'objet d'une prochaine présentation peut-être à voir. On fera un point là-dessus, on enverra les informations. Étant donné qu'on a un peu dépassé l'horaire, on va peut-être Oui. arrêter pour les questions. Avant de te laisser le mot de la fin, Stéphane, juste pour vous préciser que un mail avec tout un tas de ressources sur SonicWall va vous être envoyé juste après cette session. On vous enverra donc notamment des informations sur la version 6.2.6
Et Oui, puis, notamment la présentation, il y a des choses que j'ai pas défilées, mais voilà. exactement, donc on enverra la présentation et sachez que vous pouvez, pour les personnes qui ont pris en cours le webinar, il y en a quelques-unes, et également si vous souhaitez revoir à tête reposée cette présentation, vous pourrez le revoir en replay. Je vous enverrai le lien pour pouvoir à nouveau consulter la présentation. Les équipes d'ACTN, donc autant avant-vente commerciale que technique, sont à votre disposition, notamment sur ces projets, ces produits qui nécessitent un accompagnement. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Vous avez une seule adresse où vous retrouverez toutes les informations, les coordonnées. C'est notre site internet www.actn.fr et donc vous aurez des différentes informations sur la gamme Sonic Wall également. Quant à moi, je vous retrouve donc pour le prochain webinar. Ce sera la semaine prochaine. Donc on change complètement de décor. On parlera de vidéosurveillance et ce sera la présentation des nouveautés de l'automne de Mobotix. Quant à Stéphane, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Si vous avez des Ouais. questions, n'hésitez pas à nous envoyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, parce que là, je vois qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions, mais on n'a plus le temps. Envoyez-moi par N'hésitez mail. pas à les envoyer par mail, ouais, Voilà, voilà, exactement. exactement, et on y répondra. Donc c'est webinar au singulier @actn.eu. Stéphane, je te laisse le mot de la fin et puis Oui, on conclura là-dessus. d'accord. Bah, juste pour terminer, en fait, le capture, ça reste un module important aujourd'hui, puisque c'est le seul qui nous permet de faire de l'analyse sur du comportemental. La, la vraie sécurité serait vraiment de le faire côté avec blocage, hein, bien entendu, sur la partie mail, hein, puisque comme on dit, on va dire 99% ça arrive du mail, hein, soit en pièce attachée, soit avec un lien sur lequel on va cliquer. Donc ça reste le mail le point de départ bien souvent, même si après quand on clique sur un lien, il y a la partie web qui fait qui fait son contrôle. On aura ce module capture dans nos produits email security, hein, les passerelles de filtrage mail. Passerelle de filtrage mail, on a déjà quatre moteurs antivirus, hein, McAfee, Kaspersky, Sirene et puis le nôtre. Et là-dessus, on viendra greffer Capture en plus. Cette partie, elle sera en bêta, je crois, normalement, en janvier, si je dis pas de bêtises. J'ai reçu un mail aujourd'hui, en fait, hein, concernant cette partie-là, justement. Et alors, je vous dis pas de bêtises, je vais avoir, j'ai l'info. Donc normalement une bêta externe, voilà, c'est ça, en janvier pour une disposition, une mise à disposition complète, je pense du capture dans l'email security en février. Donc on aura du coup le capture sur nos passerelles de filtrage mail et dans la partie pare-feu. Donc protection pour la partie mail, vraiment avec blocage, hein, mise en quarantaine, suppression, etc. Dans la partie filtrage mail. Et puis pour tout ce qui est sur la partie web, vous aurez du coup la partie capture dans le pare-feu. Voilà. Là, vous aurez une couverture qui sera très importante et relativement efficace, hein, sur les parties ransomware notamment, puisque c'est un petit peu la mode aujourd'hui et que c'est surtout ceux-là qui nous embêtent, hein, puisqu'ils sont dangereux. Au-delà du coût qu'on veut bien nous demander en rançon, c'est simplement aussi le coût pour remettre en place les fichiers, etc. Quand on ne veut pas payer, voilà, ça c'est de la perte de production, etc. Merci Stéphane, Et derrière, merci à tous. Donc, on va se quitter là-dessus. Vous aurez toutes les informations dans les minutes qui viennent par email. Et puis n'hésitez pas donc à consulter notre agenda sur le site internet actn.fr où vous retrouverez les dates de nos événements et également de nos prochains webinars. Merci à tous, bonne journée, à bientôt.